Bonjour et bienvenue à tous sur le 5e podcast OPT. Momo jingle. Pou 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 pou. Avec toujours autant d'effets spéciaux. On est aujourd'hui avec Léopold Sapé, préparateur mental, qui bosse avec nous maintenant depuis quelques mois avec OPT. Exactement. Et donc, directement, Léo, est-ce que tu peux te présenter, nous parler un petit peu de ton parcours jusqu'à présent et nous dire à peu près avec qui tu travailles déjà. Ok, ça marche. Déjà, merci de m'accueillir dans le podcast aujourd'hui. Léopold Sapé, préparateur mental. Parcours assez classique, donc pratiquant de sport depuis ma plus jeune enfance, avec une expertise plus poussée dans le football. Une fois que j'ai eu l'obtention de mon bac, je me suis dit, ok, moi j'ai envie de travailler dans le sport, c'est quelque chose qui me plaît. Direction Grenoble pour une licence entraînement sportive, dans une fac qui est vraiment incroyable. Et à la fin de ma licence, justement, je me suis posé la question, qu'est-ce qui m'intéressait le plus sur l'aspect performance ? Et en fait, c'était l'aspect mental, moi, qui me bottait le plus, qui me donnait le plus envie de creuser ça. On avait des super enseignants à Grenoble, qui nous ont conseillé justement les enseignants de Montpellier. Ils nous ont dit, il y a un master qui est incroyable à Montpellier. Si ça t'intéresse, Léo, postule, pose ta candidature. Et c'est ce que j'ai fait. Donc après, je me suis retrouvé à Montpellier pour faire le master préparation psychologique et coaching. Donc le master PPC, qui s'appelle aujourd'hui le master psychoach. Et j'ai du coup, pendant 2 ans, étudié pas mal de choses, vraiment beaucoup de choses sur l'aspect mental, qui me permet maintenant, depuis 2019, d'être à mon compte en tant que préparateur mental et de bosser en fait avec toute discipline, tout niveau, que ce soit de l'amateur à du professionnel, que ce soit des sports individuels, des sports co. Même aussi, ça fait 3 ans que je bosse avec le Crous de Montpellier, où j'accompagne les élèves justement sur du post-bac, sur l'universitaire, sur différentes thématiques, sur différentes périodes. Des entreprises aussi qui sont intéressées par ça, ou tout simplement des particuliers. Donc assez diversifié, et je me régale là-dedans. Et niveau entreprise, tu leur ramènes quoi ? C'est quoi un peu le profil avec qui tu interviens ? C'est plutôt des chefs d'entreprise pour mieux manager leurs équipes Alors, tu as les deux. Ouais. T'as les deux. Ça m'arrive avec justement des PDG justement d'entreprises qui veulent en fait juste en savoir plus sur la préparation mentale, sur comment ça se passe et pour eux derrière là-dessus, progresser là-dessus. Donc il y a cette tranche-là. Souvent en plus ils essayent aussi de faire du sport à côté, donc il y a aussi, on joue sur les deux. Ce qu'on retrouve dans le sport, on le retrouve beaucoup dans l'entreprise. On va gérer justement l'entreprise comme on va justement gérer plus ou moins une équipe, etc. Donc il y a des thématiques qu'on retrouve. Et après, donc c'est soit une personne d'une entreprise qui fait la démarche, soit l'entreprise qui me contacte pour travailler avec leurs salariés. Notamment que ce soit des cadres, donc comme ça a été le cas notamment avec Decathlon Odysseum qui m'avaient contacté pour faire justement une après-midi avec leurs cadres, d'autres entreprises là sur Lyon qui veulent justement pour leurs salariés leur présenter la préparation mentale, notamment une boîte de BTP qui sont intéressés et de se dire ok les gars qui bossent chez nous gèrent des chantiers comme un sportif peut gérer sa compétition, sa vie sportive, etc. Donc en fait, on va retrouver des thématiques, la gestion du stress, la gestion des émotions, tout ce qui est dialogue interne, etc. Plein de thématiques qu'on va retrouver en préparation mentale, qu'on va pouvoir faire le parallèle dans le monde de l'entreprise. Ouais, c'est ultra similaire, quoi. Ouais, tu retrouves vraiment des similitudes et donc ce que tu peux aider d'un côté, tu peux aussi l'aider de l'autre sans problème. Et là, ton accompagnement, quand tu décides de prendre en charge un PDG, par exemple, en termes de durée, ça dure le même nombre de semaines ou de séances qu'un sportif de haut niveau, par exemple, ou ça n'a rien à voir ? On va retrouver des similitudes, on va retrouver des façons de travailler similaires. Après, c'est toujours à la demande de la personne. Là, je sais que, par exemple, les derniers PDG que j'ai accompagnés, c'était des accompagnements plus longs, parce que il y avait derrière des idées aussi de développer des business supplémentaires, en plus de ce qu'ils avaient actuellement. Donc du coup, ça prenait un peu plus de temps à travailler sur l'aspect mental là-dessus. Pareil, il y avait des compétitions différentes qui arrivaient avec des échéances différentes. Donc les 2 derniers, l'exemple était un peu plus long, mais après, ça reste pas une vérité générale. Ça se rapproche après plus ou moins de ce qu'on peut retrouver avec les sportifs de haut niveau que j'accompagne dans d'autres sports, le foot, le rugby ou des sports indis comme le golf, sans problème. Et juste pour donner un exemple concret, celui que tu as accompagné, à la suite de ton suivi, il a senti quoi comme bénéfice sur sa capacité peut-être à manager ou...
Alors du coup, lui, quand il m'a appelé, il m'a dit, OK, Léo, moi, ce qui m'intéresserait sur la préparation mentale, c'est premièrement de me préparer sur des compétitions que je fais. Lui, il faisait des compétitions vraiment un peu d'ultra-endurance ou des formats hyper atypiques, c'est-à-dire soit beaucoup de vélo, beaucoup de course à pied ou des épreuves un peu mixées. Par exemple, tu fais du canoë-kayak, derrière, après, tu vas te mettre à courir et tu fais des distances comme ça sur du 60 km, des trucs vraiment un peu ultra-endurants. Donc il y avait une thématique ça, préparer des échéances, notamment des compètes qui avaient lieu en Corse. Et l'autre version, c'est ok, bah là je reviens d'une grosse période où j'ai beaucoup travaillé, où j'étais épuisé mentalement sur le côté boulot, voir aussi comment on peut rééquilibrer la balance sur le côté vie perso. Donc en fait, on a travaillé sur les deux. Il y avait des axes qui justement s'emboîtaient où on pouvait travailler sur l'un et sur l'autre. Donc on a vraiment mis le focus là-dessus. Et suite à ça, tu vois, bah, il a dit, ok, bon bah, le business que j'ai actuellement, j'avais l'idée depuis longtemps d'avoir un autre business pareil sur une autre ville à Paris. Et ben, il a décidé de donner plus de parts de responsabilité à celui avec qui il a monté la boîte, son associé, exactement. Il a pu déléguer pour s'impliquer ailleurs. Il s'est dit, ouais, bah, au final, moi, ce que je fais, je le fais, mais je prends moins de plaisir. Je vais déléguer un peu à mon associé pour potentiellement, moi, trouver un truc qui me stimule plus, l'autre business, justement, à Paris. Donc, sur ce côté perso, pro, il s'est orienté là-dessus. Et sur le côté beaucoup plus sportif, bah, justement, c'était les échéances avec les différentes compétitions, le fait de faire finisher, avec des bons moods. Celui, pareil, chef d'entreprise, il avait très, très peu de temps à chaque fois. Il allait vraiment limite pour le dernier moment. Il faisait la course, puis il repartait directement. Là, du coup, il s'est rendu compte que lui, ce qu'il kiffait aussi, c'était prendre du plaisir, rencontrer les préparatifs, etc. Ah ouais, c'est ça. Donc, il a dit, ok, en plus, la Corse, je pars quelques jours avant, je me mets off et j'arrive à vraiment me mettre off là-dessus pour qu'après, le jour J, déjà, je ne suis pas cramé mentalement pour la course. Deuxièmement, je profite encore plus pleinement de la course. Et après, tranquillement, je reste peut-être un jour supplémentaire pour bien préparer mon retour. Donc, vraiment, sur cette organisation de course, on avait travaillé aussi ça là-dessus. Ce qui lui a permis de faire la course, faire finisher, remplir ses objectifs et aussi d'être plus à l'aise et kiffer sa course. Ça, tu peux bien faire le parallèle avec un sportif, là, quand tu dis qu'il a dû déléguer certaines tâches pour s'impliquer plus ailleurs parce que les premières tâches, il en avait un petit peu marre. Ça, on peut le rencontrer aussi dans la carrière d'un athlète où, tu vois... préparer des compétitions, faire du travail spécifique, etc. Au bout d'un moment, ça peut s'essouffler. Et plutôt que de perdre l'athlète parce qu'il va du coup se démotiver et ne plus pratiquer, décider de le faire évoluer vers autre chose, tu vois, des mouvements, comme on disait, de street lifting, choisir une progression annexe, même du conditioning avec du développement cardio, par exemple. Ça peut permettre de tenir un athlète accroché et qui reste dans l'axe de sa préparation et faire ça pendant 5 semaines, 10 semaines et ensuite revenir au travail fondamental de l'AFA. Clairement, c'est ça, c'est l'idée de trouver toujours un entraînement ludique, de trouver toujours un truc qui va être stimulant. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que avec l'aspect mental, pour vraiment que ça soit motivant, que ça soit toujours entraînant, tu vas chercher justement à le stimuler. Tu peux passer par un aspect ludique, quelque chose qu'il ne connaît pas, quelque chose qu'il connaît, mais sous un autre angle. Et tu vois, ça, c'est valable en force, mais c'est valable dans d'autres sports aussi. Je pense notamment au sport co. Tu as une façon très simple de travailler... j'ai une bêtise, les prises de balles et les passes, mais tu peux aussi travailler ça de manière beaucoup plus ludique avec des petits jeux, des petits challenges, le travailler à deux, le travailler à trois, le travailler tout seul. Tu as plein de façons de justement mettre des variables, des variantes là-dedans. Ça, mais du coup, ça c'est valable aussi sur le plan sportif, professionnel, mais aussi personnel. C'est un truc que tu peux retrouver un peu partout. Oui, clairement. De toute façon, à chaque fois, en fait, ce que je leur dis, pour les entreprises ou autres, c'est qu'en fait, du moment que tu cherches à obtenir de la performance, l'aspect mental va avoir un facteur là-dedans. Donc après, que ça soit, comme tu le dis, même le milieu scolaire, tu vois, quand je travaille avec le Crous, on est étudiant, il y a de la performance scolaire qui existe. Avoir des bons résultats, avoir mon année, aller chercher derrière une thèse ou un doctorat ou quelque chose d'autre. Ok. Et ça, c'est de la performance scolaire. Comment je fais derrière pour être bon ? Par rapport à mes entraînements, ok, derrière je m'entraîne, double projet, comment je fais pour articuler mes deux, pour être aussi bon performance scolaire que la performance sportive. Ok, je me mets full sur la performance scolaire. J'ai aussi une grosse vie sociale qui est importante là-dessus. Comment je fais pour harmoniser tout ça ? Donc ça, c'est de la perf, environnement
Et tout ce qu'on va retrouver, l'alimentation, le sommeil, la technique, ça va s'approprier un peu à la façon de mémoriser, par exemple, les différentes techniques d'apprentissage. Tu as plein de trucs comme ça que tu retrouves qui sont importantes. La stratégie, pareil. Comment vous gérez les matchs de vos athlètes? En étudiant, il peut avoir la même stratégie avec la façon dont il va lire, par exemple, le sujet. Est-ce que, stratégie numéro 1, je lis question par question, puis je réponds au fur et à mesure, et j'enchaîne comme ça, ou solution numéro 2, je lis tout le sujet, et je remplis ce que je veux en premier, ce qui me vient, ce qui m'inspire le plus, de stratégies différentes, de résultats qui peuvent être différents selon les athlètes. Donc tu retrouves exactement le même schéma. L'entreprise, c'est pareil. Tu as plein de choses comme ça, c'est la même chose. Et pour informer les personnes qui nous écoutent, du coup, aujourd'hui, on vient de terminer un séminaire avec Léo, qu'on a fait de 9h à 16h, sur du coup la prépa mentale pour essayer de nous donner un petit peu les clés déjà qu'il a pu identifier par rapport au suivi que tu as eu depuis quelques mois, on en parlera après. Et du coup, nous sensibiliser un petit peu plus au côté prépa mental, répondre à certaines interrogations et nous sensibiliser au sujet. Et du coup, tu nous disais que toi, une des différences avec nos suivis, c'est que tu prends une personne généralement pendant 2 à 3 mois maximum, tandis que nous, au plus c'est périn, au mieux c'est. Ça, c'est une des particularités que tu as par rapport à un suivi en F1. Ouais, alors moi, c'est justement dans le cadre du partenariat qu'on a avec OPT, on en parlera plus tard. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien proposer comme formule, c'est-à-dire un peu comme une programmation athlétique qu'on va avoir sur plusieurs mois. Moi, je fais la même chose sur l'aspect mental, donc une programmation mentale sur plusieurs mois. Donc je fais pas que ça, mais c'est super intéressant pour vraiment tout ce qui est découverte ou pour vraiment solutionner une échéance qui arrive et vraiment avoir des outils là-dedans. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une thématique, d'avoir des questions, une demande, un besoin de la part de l'athlète. Et moi, en fonction, je vais commencer à réfléchir, identifier des axes sur lesquels je peux actionner, je peux avoir justement des effets bénéfiques et justement travailler avec l'athlète et mettre en place à la fin des routines pour le rendre autonome. Ce qui m'intéresse, moi, dans cette idée de faire des programmes assez courts, comme les préparations physiques qu'on peut avoir, c'est qu'après ça, je sais que l'athlète a des outils pour solutionner ça. Et qu'après, on puisse justement développer son autonomie. Ça, c'est un truc que j'aime bien. Après, je sais qu'il y a beaucoup aussi d'athlètes, notamment j'ai eu le cas avec un hockeyeur pro qui justement m'a dit « Léo, moi j'ai envie de bosser avec toi ». Je dis « Ok, ça marche, moi souvent c'est des programmes ». Il me dit « Moi par contre, j'aimerais bien programme plus suivi tout au long de la saison ». Donc moi, dans ce cas-là, j'aime bien dire « Ok, il n'y a pas de souci ». Par contre, on met quand même un suivi tout au long de la saison avec une ligne directrice, un chemin sur lequel on va venir travailler selon les moments clés de sa saison. Donc on sait qu'on va avoir une grosse phase avant, par exemple décembre, janvier, avant la trêve, une grosse phase aller, une grosse phase retour. Après, on aura les playoffs. Donc on va pouvoir séquencer ça en 3. J'aime bien quand même identifier plus ou moins des axes sur lesquels on va pouvoir travailler sur ces périodes-là, en plus des feedbacks, des suivis qu'on va avoir tous les 2-3 matchs, identifier un peu l'état de forme, les choses qu'on a réglées, etc. Ça, c'est vraiment ce que j'oblige, entre guillemets, avec l'athlète pour vraiment pouvoir l'accompagner sur toute une saison. Parce que ce que j'ai pas envie, et je sais que des fois ça se fait en préparation mentale, c'est on se force à faire une séance par semaine parce qu'on fait un suivi sur une année. Et je trouve qu'il n'y a pas forcément d'utilité si l'athlète n'en a pas le besoin et si, entre guillemets, nous, on n'a pas d'axe à travailler. Donc, du moment que ça roule, du moment que l'athlète se sent bien, ok, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est comme on bosse avec plein d'athlètes, ils me contactent quand ils ont des besoins, quand ils ont des envies et quand ils ont la motivation pour. Mais sinon, tout le reste, je les laisse en autonomie et ça n'empêche pas, je reçois un message, ouais, tout se passe bien pour l'instant, les voyants sont ouverts, juste une petite question sur une thématique qu'on avait abordée, savoir comment ça se passe. Mais après, tout le reste, je les laisse en autonomie et il n'y a pas de souci et ça n'empêche pas que 6 mois, 1 an après, 1 an et demi après, on refasse une séance juste pour voir comment ça a évolué depuis. Ça, c'est important. Alors que me forcer et forcer l'athlète à faire une séance toutes les semaines, c'est un truc dans ma conviction perso, c'est pas un truc qui m'intéresse. Je sais qu'il y en a beaucoup, des fois ils fonctionnent comme ça, ils vont mettre un peu des contrats avec les athlètes sur 1 an ou autre. Moi, je considère que sur l'aspect mental, là où je vais être le plus pertinent, c'est quand l'athlète a envie
est motivé et a un besoin spécifique. Et là, dans ce cas, il n'y a pas de souci. Si c'est le cas tout au long de la saison sur des périodes charnières et qu'on identifie qu'on va faire un travail sur une saison entière, et il n'y a pas de souci, on fait sur une saison entière en ciblant ça. Et après, à la fin de la saison, on verra selon ce que ça a donné. Mais là, c'est vraiment qu'il est arrivé sur une période de sa carrière où il voulait vraiment faire un step-up, passer sur la division première de hockey. Donc je lui dis, ok, dans ce cas, il y a un projet qui m'intéresse. Et c'est pas juste, j'ai un préparateur mental et je le vois une semaine, mais j'ai pas forcément je sais pas quoi lui dire. Donc je perds mon temps, il perd son temps. J'ai deux choses. Il faut vraiment qu'il y ait l'aspect motivationnel avec, et ça rejoint un petit peu, tu vois, ce qu'on retrouve dans le monde de l'entreprise avec les périodes qu'on appelle de deep work où vraiment tu vas t'immerger à fond. Là, du coup, quand tu m'avais suivi, c'est un petit peu ce que j'avais fait. Et en préparation de compétition, là, du coup, le facteur motivationnel, il est super élevé. Et en plus de ça, on va s'impliquer encore plus là, dans la prépa mentale. Mais là, typiquement, tu vois, sur une période un peu plus off sur le plan sportif pour ma part, je me verrais pas suivre et écouter en tout cas avec la même attention et que ça ait les mêmes répercussions que ce que j'ai fait pendant ma prépa, parce que du coup, t'es pas enclin à recevoir les mêmes choses et à les intégrer, je pense. Ouais, ça c'est super intéressant. Après, pour te dire, vraiment chez OPT, souvent les athlètes, il y a deux cas, deux grosses périodes. C'est vraiment saison off, où ils ont plus de temps. Là, notamment, j'en ai eu beaucoup là, au début de l'été, parce que c'est une période entre guillemets un peu plus chill, hors saison, où même au niveau pro, ils avaient plus de temps. Donc ça, c'est une période, parce qu'eux, ils avaient le temps, et du coup, eux, ils étaient à l'écoute, ils avaient le temps, l'envie d'écouter et de travailler en préparation mentale. Donc souvent, c'est soit sur ce créneau-là, soit, comme ça a été le cas ensemble, vraiment X temps, mais juste avant la compétition. Pour vraiment, là, le rush, là, on sait ce qu'on a travaillé et là, on est vraiment ultra focus sur l'aspect mental. Et ce qu'on va avoir, on va le garder très, très frais. La différence avec l'autre, où tu vas avoir le temps de l'assimiler, peut-être de le faire évoluer, un peu plus de l'imprégner, aussi peut-être un peu plus le temps d'oublier, tout dépend après les personnes. Sur l'autre, par contre, tu travailles un peu plus rythmé, c'est un peu plus soutenu, il faut suivre un peu plus la cadence. Et par contre, ça peut être un peu plus frais, et du coup, tu peux l'utiliser directement pour la compétition. Et quand tu as mis plus. Donc là, quand tu as le profil qui te contacte en hors saison, tu auras tendance à faire un gros travail de fond, le sensibiliser à plein de choses, le laisser évoluer gentiment sans forcément faire de suivi parce qu'il aura pris son autonomie, et ensuite 4 semaines ou 5 semaines avant sa compète, faire une piqûre de rappel pour remettre le doigt sur les choses sur lesquelles il doit être concentré pour relancer sur sa prépa. C'est ça exactement. Et puis même, tu vois, des fois, entre ça, ça a évolué, il y a peut-être de nouvelles choses, peut-être au final le besoin et la demande qu'il avait au début a complètement évolué. Peut-être que les maîtriser, il y a peut-être autre chose qui arrive. Des fois, tu vois, quand on est sur du hors-saison aussi assez loin, on s'en rend pas compte que des fois, le stress ou l'anxiété peut prendre une grosse part. On l'a oublié un peu parce que la dernière compétition, ça remonte, ou parce que là, on est dans une période sans stress, sans anxiété. Et quand on arrive avec cette piqûre de rappel qui est très importante, soit on reprend en moi complètement, ou soit juste une séance, tu vois, ça nous permet, de dire, ok, je fais une mise à jour, je fais un rappel, et si besoin, je fais des régulations avec Léo, avec tout ce qu'on a vu avant. Ça me permet aussi de gagner du temps là-dessus. Et pour expliquer rapidement à ceux qui nous écoutent, du coup, le deal qui a été fait entre nous, c'était du coup, lorsque nous, les coachs OPT, on sent qu'il y a un petit maillon faible ou que la part mentale, elle est un petit peu freinatrice de la performance et de l'évolution. Ouais, c'est ça. Et bien, du coup, on essaie de rediriger nos athlètes vers Léo. Déjà, du coup, tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne avec le premier test, etc. Ouais. Alors du coup, en fait, la question du partenariat est venue assez naturellement. Je travaillais avec déjà des athlètes OPT, et du coup, en fait, avec Alex, on s'est dit, pourquoi pas bosser ensemble. Du coup, une fois qu'on s'est mis d'accord là-dessus, on a dit, ok, on démarre le partenariat. C'était globalement au début de l'année 2023 là. On s'est dit, ok. Pour être efficace, moi je sais qu'en général, entre 6 et 9 séances, on a des effets ultra bénéfiques, ultra positifs sur la prep mentale. On a dit on va essayer de faire ça sous format un peu mensuel, ce qui paraissait le plus logique avec déjà ce que vous proposez vous en tant que coaching. Et après on s'est dit ok, par mois ce qui peut être cool c'est de caler au moins 3 séances. Ça permet de mettre soit une séance toutes les semaines ou de mettre un espace de 15 jours entre. C'était un nombre qui était plutôt raisonnable là-dessus. Donc on a du coup dit un partenaire par mois, justement 2-3 séances pour justement travailler sur les thématiques. Et souvent quand on contacte, comment ça se passe? Première étape, c'est justement un petit DM, un petit message. On me dit écoute, salut, je m'appelle X, je suis coaché par Momo, ok. Moi je suis intéressé par la préparation mentale.
Moi, ce que je leur dis, ok, il n'y a pas de souci, tu es dispo quand dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. On s'organise un petit call. Elle m'explique, il ou elle m'explique un peu les thématiques. Elle me dit, ok, il y a ça qui pourrait m'intéresser. Je dis, ok, pas de souci. Et les 3 étapes, c'est les suivantes. Numéro 1, diagnostic. Remplissage d'un questionnaire qui s'appelle le TOPS, que vous retrouvez facilement sur mon site internet, qui permet en fait de mesurer le niveau à l'instant T sur l'aspect mental. On remplit ça. Moi, derrière, je le récupère. Et après, on se fait justement, durant ce call, un petit récap là-dessus. On se dit, ok, voilà tes résultats un peu. Moi, d'un point de vue objectif, j'observe qu'il y a ça, ça, ça. Toi, tu me dis que d'un point de vue subjectif, il y a ça, ça, ça. Ça peut être cool de bosser sur le dialogue interne, la gestion des émotions, travailler peut-être sur autre chose, peut-être la motivation, la gestion du stress. On fait comme ça un petit mix de thématiques qui sont intéressantes pour justement, comme tu dis Alex, aller chercher ces petits degrés en plus, aller chercher cet axe de progression sur l'aspect mental. Donc ça, c'est la deuxième phase, la phase de travail. Et après, on termine à la fin avec justement les routines qu'on va venir mettre en place, avec le bilan. On va venir, ok, solutionner avec tout ce qu'on aura vu, tout le package que l'athlète aura du coup pris en compétence, qui se sera approprié. On va dire, ok, on met en place une routine qui va venir solutionner ça. Ça peut être gérer mon match justement sur le début, sur le warm-up, gérer tout ce qui est l'opener, la première barre de squat. On se focus là-dessus. Sur tout ce qui va être les jours avant justement ma compétition, comment je prépare ça. Gérer plein de choses. Gérer un mouvement qui peut être pareil, qui peut être impressionnant, qui peut être un peu avec de l'appréhension. Tac, on vient cibler ça, on met en place une routine, et après je sais que l'athlète, en suivant ce protocole-là, diagnostic, travail, bilan, moi j'ai des résultats conséquents là-dessus, positifs, et après je le laisse en autonomie jusqu'à qu'il m'envoie un petit message, Léo, il y a un autre truc à travailler, ou je veux en savoir plus sur telle thématique, ça m'intéresse là-dessus. Ok, et là depuis le début, donc il y a une vingtaine d'athlètes à peu près qui ont bossé avec toi. Est-ce que à travers ces 20 profils, à travers ces 20 athlètes, tu as pu isoler 1, 2, 3 profils qui peuvent ressortir ou un profil dominant sur le powerlifting en général? Et ensuite, on verra s'il y a, il y en aura forcément, mais quelles sont les différences entre le powerlifter et certains autres sports sur les dominantes psycho? C'est une bonne question. Alors du coup, si on suit un peu les 3 étapes, sur vraiment la phase diagnostique, dans le TOPS, donc c'est un test scientifique, qui en fait a déjà une norme. Quand vous lisez un peu le papier scientifique, ça vous met un peu une norme avec justement les repères sur lesquels vous pouvez vous comparer. C'est en fait mixé plus par sexe et par niveau. Et ce qui est intéressant, c'est que même quand on cherche après dans d'autres papiers, on trouve rien sur le powerlifting. On trouve rien. Du coup, moi, par rapport à ça, je sais que j'ai à peu près, on va dire, une 50aine d'athlètes sur lesquels je peux utiliser leurs résultats pour en faire une moyenne qui va me servir de base de comparaison après lorsque je travaille avec justement un athlète OPT qui me contactera demain par exemple. Ouais, donc toi tu as pu établir déjà ta base par rapport aux data que tu as récoltées. Exactement. Avec des athlètes que tu n'as pas forcément suivis mais qui ont déjà rempli ton questionnaire. C'est ça. Alors là, ça engage à rien et en plus ça permet d'avoir une base encore plus fiable. Exactement, ouais. Donc tu vois, ça me permet d'avoir vraiment ça. En plus, ce qui est cool, c'est que c'est vraiment mixé. J'ai un échantillon plutôt large, hommes, femmes, niveau régional comme niveau international. J'ai vraiment tous les niveaux, plusieurs âges aussi. Donc ça me permet même moi après d'affiner si j'ai envie de creuser un peu. Mais globalement, c'est déjà si tu mixes cette 50aine d'athlètes, tu te rends compte qu'il y a un profil qui ressort vraiment avec 2 caractéristiques. La première, c'est une capacité d'activation qui est au-delà de la moyenne, qui est au-delà de n'importe quelle autre discipline. Donc niveau d'activation, je le rappelle pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment la capacité à se mettre en éveil, en alerte, à se préparer justement à l'effort. Okay. Donc ça, c'est une capacité qui est très ancrée dans vos mœurs, avec toutes les techniques d'activation que vous avez, que ce soit la respiration, l'aspect alimentaire, qu'on va avoir par exemple avec la caféine, les choses comme ça, les mouvements que vous pouvez faire, l'aspect aussi émotionnel que vous venez chercher, l'utilisation de la musique aussi, qui est très importante. Vous avez beaucoup d'outils pour vous activer. Donc ça, c'est une grosse caractéristique, un gros point fort qu'on retrouve chez vous. Deuxième gros point fort, c'est la fixation d'objectifs. Très très performant là-dedans. Moi, ce que j'aime bien leur dire, c'est que je trouve qu'à travers ça, on peut vraiment comprendre que l'athlète en powerlifting, il est vraiment acteur, il est vraiment au centre de sa pratique. C'est souvent lui
qui est motivé par ça, lui qui vient animer ça, même s'il est avec justement un coach qui va venir l'épauler, l'accompagner là-dedans. Quand il est dans sa séance, il est là, il est tout seul entre guillemets, et c'est lui qui est justement maître là-dedans. Contrairement à un mec qui va venir faire un sport co, qui va juste venir consommer sa séance par exemple de foot, de tennis, de basket, de hand, peu importe, et qui à la fin va repartir, mais sans se poser la question de ok, aujourd'hui je vais venir travailler ça, aujourd'hui je vais faire ça pour développer ça, je vais faire ça pour me rapprocher de mon objectif. Ça reste des cas très très exceptionnels dans lesquels ça se passe dans d'autres sports, mais globalement en force c'est une grosse caractéristique. Donc les deux gros points forts c'est ça, fixation d'objectifs et la capacité d'activation. En revanche, on retrouve un petit creux, surtout un déséquilibre avec les techniques de relaxation. Donc, technique de relaxation, qu'est-ce que c'est ? C'est pas dormir roupillé, c'est juste être capable de baisser son niveau d'activation. Un peu plus revenir sur une maîtrise, diminuer sa fréquence cardiaque notamment, contrôler un peu plus son dialogue interne, arriver à se désinhiber, etc. C'est ce que vous appelez, vous, à chaque fois, le niveau de hype. Très bon pour l'augmenter, à améliorer pour justement le diminuer. Et ça, vas-y. Est-ce que en fonction du niveau ou du sexe, tu as pu déterminer des profils qui ressortent plus ? Par exemple, un garçon amateur, est-ce qu'il y a un profil qui ressort plus qu'un autre ou pas forcément ? C'est intéressant. Alors, des fois, c'est un peu marrant parce que je peux, entre guillemets, deviner si la personne justement que j'ai en face a toujours fait des sports de force ou si elle a fait d'autres sports. Donc si par exemple tu vois, je vois que elle me dit ouais j'ai commencé il n'y a pas longtemps, mais que je vois que le profil est marqué, il y a des chances que ça vient du street lifting ou d'un autre sport de force. Ok, je vais retrouver ces similitudes-là. Par contre, si je vois plutôt un équilibre ou 2-3 habiletés mentales des fois qui sont un peu différentes, je vais dire, toi, t'as pas fait un autre sport co par le passé ou t'as pas fait un sport indiv, mais qui avait rien à faire. Est-ce que tu t'es pas mis à ce sport récemment en changeant complètement, en faisant une vraie transition et souvent, tu arrives à identifier ça. Après, je vois moins de différences entre filles et garçons. Je trouve plus des différences après entre la personnalité de la personne et me dire, ok, si cette personne-là va avoir, par exemple, dans sa personnalité, gestion du stress très haute, et tu vas retrouver souvent des pensées négatives plus importantes. Donc, ça va plus être à travers la personnalité plus que sexe, homme ou femme. Ok. Mais ouais, pour revenir sur le côté trop activé, pas assez relaxé, en plus, plus on avance dans la pratique et le développement de ce sport, et pire c'est de ce côté-là, puisque la promo qui en est faite, c'est justement, puisque ce qui ressort, ça va être les perfs. Généralement, quand tu vois des perfs, c'est que le type est hyper activé, ce qui paraît logique. Mais du coup, on se dit, pour faire ça, il faut être aussi activé de la même façon. Et du coup, quelqu'un qui n'a pas suffisamment de recul sur la prépa mentale va vouloir s'activer à 100% à chaque série, de chaque mouvement, de chaque session. Et quand on arrive là, en fait, tu vas épuiser beaucoup de ressources nerveuses, psycho, même physiques. Et donc, le fait de les réitérer dans le temps, ça va être de plus en plus compliqué. Et on risque, nous, on appelle ça un crash, tu vois, mais toi, ça doit être la même chose. Du coup, c'est important de prioriser certaines sessions, prioriser des périodes dans l'année pour le faire, et d'autres pour juste s'entraîner en faisant entre guillemets juste le travail, mais en n'utilisant pas toutes ces cartes d'activation, je pense. Ouais, clairement. Et puis comme tu le dis, c'est ça en fait, dans sa compétition, il faut se dire que si on commence à être très très hype dès le début et qu'on maintient ce niveau, c'est impossible de le maintenir sur les 4 heures de compétition, sur les 9 essais qu'on va faire. C'est très 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 compliqué. Là où il va falloir être bon justement, c'est de monter, d'arriver justement au point pour sa répétition, au point qu'on veut. Donc comme tu disais, soit à un certain niveau qui va nous suffire, soit vraiment haut si on veut aller plus haut, mais d'arriver en tout cas à être hypé au bon niveau. Et d'après, derrière, être capable de redescendre sur justement les temps entre deux passages pour justement s'économiser et être capable justement sur le terre, là on va venir chercher les médailles, on va venir chercher le gros total, d'être justement encore frais, encore avoir du nerveux, encore être prêt mentalement pour justement aller dépasser ça. Et du coup, vraiment, c'est un peu comme les montagnes russes, il faut être capable sur ce niveau d'activation de hype, ok, de monter,
globalement, on remarque que vous savez faire, mais aussi de redescendre pour après encore mieux remonter ou remonter au même niveau. Et souvent, on a du mal à faire, on va être haut, on va pas trop arriver à descendre, on va remonter, puis après on va s'essouffler jusqu'à arriver Ça au va crash. s'épuiser, quoi. Ouais. Et je sais pas toi, mais moi ce que j'ai remarqué, c'est que tu peux avoir un athlète qui a un très bon niveau de hype et un très bon niveau d'activation, mais qui le dirige mal. Ok. C'est-à-dire que tu peux avoir un athlète suractivé, tu sens qu'il déborde d'énergie et que c'est présent, quoi. Par contre, il le dirige mal, il va pas le diriger vers la tâche à accomplir qui est de lifter son squat, mais ça va se disperser un petit peu partout, ça va taper dans les murs, ça va courir un petit peu partout, ça va crier, mais quand il va aller sur son squat, tu vas avoir plein de mouvements parasites, et en fait, il se sera tellement activé qu'on a le phénomène des jambes un peu coupées, et il n'y a plus rien qui se passe. Donc ça, est-ce que c'est un truc que tu travailles aussi sur le fait de diriger l'activation que tu crées? Ouais, clairement, parce que quand tu es activé, tu vas être activé, sous-activé ou suractivé. Donc là, typiquement, tu vois, cet exemple, ça fait penser à quelqu'un qui est suractivé. Du moment que tu es suractivé, tu vas le voir au niveau attentionnel. Comme tu dis, distracteur externe ou distracteur interne, on va avoir du mal à les gérer. Alors, potentiellement, tu vois, je pourrais lui poser la question, est-ce que à ce moment-là, tu as des distracteurs internes, externes que tu as du mal à contrôler? Ah bah ouais, parce que justement, je suis tellement hype que ça, c'est trop fort et j'arrive pas justement à être focalisé exactement sur la routine qu'il a l'habitude de faire avant de justement faire son mouvement, de son exécution technique la plus efficace qu'il a, etc., etc. Donc, c'est de se dire, ok, peut-être pour ta perf, c'est peut-être intéressant de diminuer un peu, mais du coup d'être plus attentif, d'avoir une meilleure concentration sur tes points attentionnels, d'avoir du coup peut-être une meilleure aussi gestion du dialogue interne, d'autres facteurs que tu vois, lui, il pourra me dire. Mais en tout cas, être maître de ce que tu fais et pas être dans suractivé où là, mentalement, je pense peut-être à trop de choses, j'arrive pas à justement diriger mon attention, ma concentration sur les bonnes choses au bon moment et du coup, je m'éparpille. Et au final, ma performance, elle est qu'à 80, 70%, 80%, alors que si je diminue un peu, je peux aller gratter un peu plus. C'est important aussi de comprendre que le type d'activation, il convient à certains profils. C'est-à-dire que même si le champion du monde, lui, il a l'habitude de crier partout, prendre de l'ammoniaque, s'énerver et avoir quelque chose qui en ressort de très énergique, tu peux très bien t'activer correctement sans faire tout ça et c'est peut-être ça qui te conviendra mieux. Et si tu cherches à faire comme le voisin, ça va être plus contre-productif clairement pour toi parce que du coup tu vas perdre ton énergie et en plus tu risques de te distraire. Ouais, clairement, tu vois, ça c'est des trucs où au début on pensait vraiment qu'il fallait vraiment être énervé, être vraiment froid, être contracté de partout, alors que de plus en plus, pareil, tu en remarques que tu as des athlètes, garçons ou filles, qui arrivent aussi un peu plus, on dirait, détendus, un peu plus avec le smile sur les barres. Au final, tu te rends compte que la barre, elle monte tout aussi vite. Donc en fait, chacun a des méthodes sur lesquelles il peut appuyer pour être justement performant à travers cette hype, à travers cette activation. C'est juste en fait identifier celle qui est la plus bénéfique pour toi, tout simplement. Donc là, on a balayé un petit peu sur le côté activation et relaxation, Ouais, donc clairement. la bonne part des deux qui est à maintenir pour performer en FA. J'aimerais bien que tu nous parles aussi du côté des routines qui sont, à notre sens, super importantes. À base. Ouais, de ouf. Et avec une bonne routine, tu peux faire déjà de grandes choses. Donc, qu'est-ce que tu entends déjà par routine ? Alors, routine, ça va être toutes les actions qu'on va mettre en place avant justement de faire sa performance. Okay, ça peut être des actions physiques, ça peut être des actions aussi mentales. C'est tout ce que tu vas mettre en place à ce moment-là. Pourquoi les routines, c'est important déjà de base? C'est que ça va nous permettre de nous mettre plus ou moins dans un état, de nous retrouver dans une zone de confort qu'on va avoir. C'est valable dans tous les sports. Vous, encore plus, parce qu'on va être sur le powerlifting, ça va être une habilité, ce qu'on va dire un peu fermée, dans le sens où tous les facteurs de la performance, globalement, vous avez le contrôle dessus. Il n'y a pas d'aspect incontrôlable comme certains sports. Par exemple, on va faire un match de foot, mon partenaire, je ne vais pas pouvoir le contrôler. Mon adversaire, je ne vais pas pouvoir le contrôler. L'arbitre, je ne vais pas pouvoir le contrôler. La météo, je ne vais pas pouvoir la contrôler. La taille du terrain, je ne vais pas pouvoir la contrôler. Nous, tout ce que tu ne contrôles pas, c'est l'arbitrage au final. C'est ça. Sachant qu'après, tu connais quand même les points réglementaires et tu sais sur lesquels ils t'attendent. Tu as les prérequis. Après, c'est toujours à l'appréciation, forcément, puisque c'est un humain en face, c'est pas un robot. Donc, il y a toujours
ce côté appréciation. Mais sinon, la barre, elle pèse toujours le même poids, le rack, il fait toujours la même hauteur, et le banc, généralement, il fait toujours la même longueur aussi. C'est ça, c'est comme si j'étais dans la même catégorie que Momo, et pendant que je squatte... vous êtes dans la même catégorie. Oui, c'est ça. Et ben Momo, il n'aurait pas le droit de venir me pousser. Donc vraiment aucune chose incontrôlable qui peut vraiment me perturber dans ma performance. Vous, c'est vraiment tous les paramètres, globalement, sauf l'arbitrage, que vous contrôlez. Donc à partir de là, vos routines, ça peut vraiment vous permettre de squatter à la maison, squatter en compétition comme vous squattez à la maison, tout simplement. Et c'est justement ce qu'on essaie de mettre en place, c'est que toutes les routines que je bosse avec mes athlètes, on fait en sorte qu'ils s'entraînent déjà dans un premier temps à les mettre en place à l'entraînement, et que ces routines qu'on a conçues collent avec la réalité de ce qui va se passer en compétition. Si par exemple en moyenne tu as 8 à 10 minutes entre deux passages, il faut faire en sorte que ta routine justement elle tienne sur ce timing horaire là. Okay, ça c'est la première chose. Et qu'après toi, pourquoi on la met en place justement avant à l'entraînement, c'est pour que tu testes son efficacité. Et qu'après le jour J, tu as testé ça plusieurs fois, tu sais qu'elle est robuste, tu sais que tu as confiance en elle. Et après, le jour J, c'est comme si tu l'avais fait 99 fois avant, tu le fais juste la 100e fois, le jour J, et ça va se passer de la même manière, voire même mieux, parce que le jour J, tous les ingrédients ils sont réunis. Vous avez fait votre taf pour que athlétiquement, physiquement, l'athlète il soit au top. L'aspect nutri, c'est pareil. L'aspect mental, c'est moi qui m'en charge, c'est pareil, c'est nickel. Et le jour J, c'est juste, je fais comme d'hab, mais en plus de ça, je suis en mode, tous les ingrédients sont réunis, les planètes sont alignées, et tout va bien se passer. J'ai juste à kiffer et prendre du plaisir. Réduis, comme d'habitude, tu réduis la part aléatoire, donc moins de réflexion. Et tu augmentes les chances de réussir. Voilà, c'est sûr. Ça, tout simplement. Ok. Là, on a parlé de la dominante sur l'activation. Est-ce qu'il y a un autre sport qui... Sur l'activation ? Ouais. Un autre sport qui arrive à faire surgir cette dominante d'activation ou pas ? Est-ce que tu as bossé avec des sports de combat, par exemple, ou pas ? Non, mais j'aurais bien aimé. Tu vois, c'est une thématique où je sais que moi, j'ai pas mal de confrères à moi, préparateurs mentaux, qui justement bossent avec des sports de combat diversifiés, que ce soit de la boxe en passant jusqu'à la MMA, etc. Et c'est toujours une thématique qui doit être assez intéressante, justement sur cette partie activation. Parce que là, en fait, l'effort, il va être beaucoup plus... incontrôlable, parce qu'on va se retrouver vraiment face à... Tu vas être dans une cage dans un combat d'MMA, ton combat il peut durer 1 seconde, comme il peut durer peut-être 2, 3, 4 rounds, c'est assez différent. Et du coup, chaque scénario de match, chaque erreur peut être fatale. Et du coup, en fait, chaque athlète doit, je pense, avoir une méthode d'activation qui doit être différente, et ça doit être franchement intéressant à travailler là-dessus. Mais d'expérience perso... pas encore, mais... Parce que finalement, ce qui change avec nous, c'est que, tu as du coup un paramètre aléatoire qui est ton adversaire, mais tu vois, on peut retrouver des similitudes avec un athlète qui se hype en étant, on va dire, en mode énervé sur le powerlifting. Le côté musique, ils l'ont quand ils rentrent pour se diriger vers la cage, donc ça, tu sens qu'ils se hype, qu'ils sont motivés, donc tu as l'aspect motivationnel dessus. T'as le côté un petit peu rage, cri, il y en a certains qui se tapent dans les gants eux-mêmes, qui crient un petit peu avant, donc ça c'est des choses qu'on peut retrouver aussi, donc ce serait intéressant de voir, mais je pense que la dominante activation elle doit être bien présente aussi chez eux, et peut-être le côté aussi manque de relaxation, il y a moyen que ça soit présent aussi là-dessus. Ça devrait être intéressant à travers ce TOPS. Mais tu vois, après, c'est vrai que dans certains témoignages, notamment Mike Tyson, il avait pris la parole là-dessus, c'est que lui, en fait, avant de rentrer sur le ring, il rentrait dans un mood où il avait vraiment l'émotion peur qui ressortait. Et qu'en fait, pour qu'il soit performant, il fallait vraiment qu'il ait peur pour lui, pour sa vie, pour rentrer vraiment sur le ring. Donc c'est vraiment un mood qui s'appliquait pour être performant. T'en as d'autres, par exemple je pense à Cyril Gane sur la MMA, il paraît plutôt détendu, concentré avant d'entrer justement dans la cage. Donc il y a plein de choses comme ça qui peuvent être intéressantes, et là je pense que c'est chacun a son pareil comme d'hab, à son mode de fonctionnement, mais c'est vrai que là faut être prêt à justement à découdre, après à vouloir justement atteindre l'autre, coucher l'autre, et c'est des choses vraiment qui sont assez intéressantes sur l'aspect activation. Et à l'inverse, quel sport tu as pu identifier où ça manquait d'activation ?
où il fallait justement être très très bas en activation. Tu as tout ce qui est sport comme le golf. Tout ce qui est comme le golf. Là, tu vois, actuellement, je bosse avec pareil un golfeur pro là, qui voudrait passer sur le circuit un peu plus international. C'est assez intéressant parce que, en gros, il faut se dire que lui, pour sa performance, plus il va être entre guillemets bas sur cet aspect activation, c'est-à-dire très relâché, donc pas endormi, mais juste en fait être relâché, être détendu. Donc si tu prends en fait le spectre comme ça, vous allez être globalement dans la partie haute, lui va être globalement dans la partie basse. Donc lui, on cherche à chaque fois en fait, entre chaque coup, à vraiment en fait, il tape, il est détendu, jusqu'à la prochaine balle, tranquille, il marche, il respire, il se focus sur le moment présent et en fait il apprend à gérer tout ce qui est pensée parasite qu'il peut avoir, parce que c'est ça aussi une grosse difficulté au golf, c'est que sur ton parcours que tu vas faire de plusieurs heures, tu vas pas taper tant de balles que ça au final. Et une balle peut être vraiment hyper décisive. Donc tu tapes, tu vas marcher plusieurs mètres, tu t'arrêtes, tu dois retaper, tu vas remarcher plusieurs mètres, puis après tu dois mettre la balle dans le trou. Si tu la mets, c'est parfait. Si tu la rates, là tu peux commencer à rentrer dans une spirale négative. Tu viens de rater un coup, et tu dois encore attendre 5-10 minutes avant d'aller jusqu'au prochain départ, de tes lancers, de swinger, etc. Donc pendant 5-10 minutes, tu as le temps de plonger mentalement. Donc ça, c'est un vrai travail qu'on fait là-dessus. Et souvent, sur ce genre de discipline, on va chercher à avoir un niveau d'activation relativement bas, parce qu'on considère que c'est un état le plus relâché, le plus détendu quand même, qu'on va avoir la meilleure perf, la meilleure exécution, le plus de relâchement, le meilleur swing, etc. etc. Comme le tir sportif. Ouais, clairement, de ouf. Je pensais aussi à ça, biathlon. Ouais, c'est ça. Là, pareil, j'avais vu une vidéo de Fourcade qui expliquait que, en gros, tu arrivais avec ton BPM, je sais pas, j'ai une bêtise, peut-être 180, etc. Et après le tir, tu devais être capable de descendre. De redescendre très rapidement. Ouais, 120, 130, un truc comme ça, tu diminues de ouf. Ils ont un gros travail de respiration pour le tir. Ouais. Ouais. Et puis, tu vois, en plus, eux, ils tirent une fois couché, une fois accroupi, une fois debout. Donc, tu dois gérer déjà aussi le fusil, tu dois gérer pas mal de choses. Et donc, eux, en fait, souvent, ce qu'il expliquait, c'était ça aussi qui était pertinent, c'est pour ça que j'avais regardé la vidéo, c'est qu'ils utilisent la respiration, bien sûr, pour calmer leur fréquence cardiaque, avant d'arriver sur le pas de tir. Après, ils se placent, et durant, en fait, leur exécution technique, en fait, ils ont juste une petite pression à mettre sur la gâchette. Et en fait, le tempo de la gâchette, ça va être donné par leur respiration. Ils vont venir inspirer, bloquer, tirer. C'est ça. C'est pour ça qu'en fait, quand on les voit à la télé, tu vois, ça fait bim, 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 bim. Que tu touches les 4 ou que tu en aies raté une, ça fait le même rythme. Bim, 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 bim. Et c'est rare, ça arrive, c'est quand leur respiration n'est pas bonne, ils vont faire bim, 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 bim. Et c'est qu'ils ont entre-temps retravaillé sur la respiration, que le geste n'était pas bon, etc. Mais eux, je pense, c'est vraiment un level au-dessus, au même titre que les apnéistes, comme la vidéo qu'on a vue tout à l'heure. C'est ce que j'allais dire, ouais. Ça, c'est, en fait, du moment que la respiration, c'est un facteur important dans pas mal de disciplines. Sport d'endurance, sport de force. Vous, avec le bracing, c'est un truc incroyable. Donc, il y a plein de choses, c'est toujours important. Et il y a, je pense, des disciplines, c'est encore plus, où c'est vraiment le cœur du truc, l'apnée, le contrôle de soi, quoi. Ouais, clairement. Mais le côté biathlon, ce qui doit être très compliqué, c'est que c'est hyper contrasté. Parce que le biathlon, c'est quand même là où on a relevé les plus grosses valeurs de VO2 max dans n'importe quel sport étudié. Fourcade et tout, ça monte à... Je crois que c'est du 85-90, c'est énorme. Il y a rien qui atteint ça. Et lui, il est obligé de contraster entre un rythme cardiaque et une valeur de VO2 qui est énorme quand ils font leur effort de traction avec les skis. Et ensuite, tu t'allonges et tu dois être en apnée. Ah, c'est ça. Tandis que le mec qui fait de l'apnée tout court, bon, certes, c'est très dur, mais c'est sur quelque chose qui est constant. Il n'a pas d'accélération trop cardiaque, tu vois. Ouais, lui, c'est sûr que c'est un gros delta, il y a un gros intervalle. Il passe de tout à rien. Il doit vite arriver à être capable. Donc, c'est pour ça que le plus efficace en temps très court, ça va être la respiration. Là-dessus, il n'y a pas de concurrent possible. Et tout à l'heure, tu as évoqué le côté boucle négative ou cercle infernal, je sais plus comment tu l'as appelé. Ouais, spirale négative. Voilà, spirale négative. Ça arrive assez souvent quand tu as un athlète qui rentre là-dedans. C'est assez compliqué de faire sortir de ça. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour essayer de sortir de cette spirale-là ?
C'est une bonne question. Hein. C'est une bonne Après, question. c'est multifactoriel, ça peut venir de plein de choses. Mais vraiment, si tu as déjà traité des personnes qui avaient ça... Sur l'aspect mental, on pourrait dire que vraiment, si on rentre dans une spirale négative, souvent, on va avoir globalement la motivation qui va baisser, la confiance qui va baisser, et du coup, tout ce qui est un peu émotion à travers le dialogue interne aussi qui va baisser. Donc, tu as ces 3 paramètres-là. Et souvent, ce que tu vas travailler là-dessus, tu peux travailler aussi bien juste la gestion des pensées négatives, parce que c'est normal d'avoir des pensées négatives, mais là où il faut être bon, c'est d'être capable de gérer ces pensées négatives, d'arriver justement à passer outre ou au contraire juste de les ignorer, pour qu'après justement sur l'aspect émotionnel, tu puisses aussi repartir sur une boucle positive. Après, pour l'aspect confiance aussi, tu peux le réaccorder comme on avait fait avec Momo, avec une de ses athlètes, sur justement les objectifs et la motivation. Peut-être que tu es dans une spirale négative parce que tu as l'impression que tu stagnes, que tu n'avances pas, ou pour d'autres raisons. Et des fois, c'est de se dire, ok, où j'en suis dans mes objectifs. Et au final, moi j'ai l'impression que je suis tout au fond, que je suis encore à des années-lumière. Mais au final, quand je regarde le chemin parcouru, je suis sur ma carte, là, je suis sur ma courbe, on imagine une petite courbe. Le résultat final est ici, l'arrivée est ici, le départ est là. Et au final, finalement, on n'en est pas si loin. Il me reste 2-3 pas à faire. En fait, ce que tu fais, c'est objectiver la progression du moment et objectiver le niveau actuel pour le rattacher à un step qui est pas si loin. Même si c'est pas le step final, le rattacher à un objectif qui est assez proche, quoi. Et puis reprendre du recul aussi, reprendre les perspectives des choses. Reprendre du recul et changer d'angle, en fait. Clairement. Se dire, c'est bien d'être dans le jour J, mais des fois, c'est bien de se dire, surtout vous, dans le power, où c'est une activité qui est très, très... souvent un investissement sur plusieurs mois, plusieurs années. Donc, tu ne peux pas toujours t'évaluer au jour même. C'est bien aussi de voir le chemin que tu as parcouru pour voir après ce qui te reste encore le plus. Mais même ça, dans d'autres domaines de la vie, c'est bien aussi de voir... Tu sais, des fois, tu es tellement dans tes trucs... tu vois, même moi, la préparation mentale, depuis 3 ans, tu es dans ton truc, tu avances. Puis au final, tu te dis, ouais, c'est bien ce que je fais, mais je pourrais encore faire mieux. Mais des fois, c'est bien de se poser et de dire, ah ouais, je regarde en arrière. Depuis 2019 où j'ai commencé... mine de rien, c'est plutôt good, c'est déjà ce que j'ai réussi. Donc bien sûr, je suis ambitieux, j'ai envie de faire encore plus, mais c'est déjà good ce que j'ai fait. L'un n'empêche pas l'autre. Clairement. L'un n'empêche pas l'autre, et des fois même au contraire. Le fait de te retourner, de voir le chemin que tu as parcouru, tu te dis, quand même, j'avance, donc ça te motive encore plus à avancer. Ça dépend vachement des personnalités, et c'est vraiment dur quand de base, en fait, t'es pas comme ça. Moi, c'est mon cas, et j'ai vraiment du mal à faire ce travail de... Ouais, ce que j'ai fait, c'est bien, j'ai fait beaucoup de chemin, et on est pas mal par rapport, on va dire, aux concurrents, tu vois, qui sont à côté de toi. Moi, j'arrive pas à faire ce truc-là. Même si je le sais pertinemment, j'arrive pas à faire ce... Même au-delà des concurrents, tu vois, c'est vraiment par rapport à soi-même, tu vois, se dire, est-ce que tu poses la question, est-ce que je pensais, il y a peut-être 6 mois, qu'aujourd'hui, je serais là, est-ce qu'aujourd'hui, je pensais que cette évolution, elle aurait été comme ça ? Et peut-être, non, peut-être j'avais pas pensé ça, peut-être ça allait plus vite que prévu, ou peut-être il y avait telle étape que j'avais pensé qui a pas été encore fait, tu vois. Et tu vois, juste de se dire, ok, personnellement, avec des objectifs vraiment personnels, moi, comment je me voyais à ce moment-là, ou vraiment avec une comparaison intrinsèque, une comparaison personnelle, voir un peu la version que j'étais il y a 1 an jour pour jour, il y a 6 mois jour pour jour, etc. Ouais, c'est ça. Après, tu vois, le fait des fois de se retourner, de voir le chemin que tu as parcouru, même si tu te dis pas, bon putain, ça va, on est bien et tout ça, j'ai quand même avancé et tout, le fait de voir le chemin que tu as parcouru, ça peut te motiver aussi à avancer encore. Sans forcément te dire, je suis bien. Je pense qu'il faut noter, il faut essayer de chiffrer pour quantifier en fait ce que tu as fait, pour t'en rendre compte. Parce que tu as beau faire telle ou telle étape, si c'est pas chiffré, et après c'est perso, mais j'ai toujours besoin de me comparer avec quelque chose qui a déjà été fait par quelqu'un d'autre, ou tu vois, niveau business ou sportif, peu importe. C'est nécessaire pour moi que ce soit chiffré pour que ce soit parlant en fait. Parce que tu as beau me dire ce que tu fais c'est super, ouais, mais c'est super par rapport à qui ? Celui d'en face il fait mieux, donc pour moi c'est pas super, tu vois. Ouais. Après, tu remets en cause le temps que tu as mis pour faire cet objectif-là, déjà ça peut être plus parlant. Puis des choses plus objectives, je pense. Après, voilà, le fait de chiffrer, ça te permet aussi, comme tu dis, de t'améliorer, de faire mieux la prochaine fois aussi. Je suis d'accord.
Ouais, ça permet d'avoir une traçabilité, une C'est mesure, et c'est comme quand on fait des objectifs, hein, c'est important de pouvoir les mesurer, d'avoir des fois des objectifs non chiffrables et des objectifs chiffrables là-dessus, ouais, c'est sûr. En plus, tu peux en faire ressortir des pourcentages Mm. pour te dire, bon, ben là, maintenant, mon objectif, c'est pas faire tel nombre, c'est continuer de progresser au même pourcentage que ce que j'ai fait auparavant. Ouais, clairement. Ça peut être Ouais, une c'est bonne sûr, idée. sur certaines parties de ta carrière, c'est là aussi c'est intéressant quand tu parles d'objectifs, c'est de cibler un peu les mois dans ta carrière. C'est de se dire, ok, bah là, au bout d'un moment, bah, peut-être que moi, ce qui m'intéresse, c'est plus parler de total, mais comme tu dis, de pourcentage. Se dire, ok, bah, moi, j'ai envie de me remettre le challenge, d'essayer de progresser d'autant de pourcents qu'il y a X temps. Ok, et bah, je me mets ce challenge-là par rapport à ça. Tu peux vraiment compartimenter et voir des choses. Peut-être se dire, ok, bon, à ce moment-là de ma carrière, c'est plutôt me montrer à moi-même que je suis capable de passer une barre symbolique que j'avais jamais faite. Ou en total, passer les 700 tours ronds et de se dire, ok, bah, là, je vais passer les 700 ou atteindre les 700 tours ronds. Ou me dire, ok, bah, aujourd'hui, je veux juste me montrer que je suis capable de remporter une médaille sur les prochains championnats de France, par exemple. Et d'essayer de se dire, ok, qu'est-ce qui va me motiver par rapport à ça? Ou juste essayer de faire aussi bien que l'année dernière. Tout dépend vraiment de la personne et ce qu'elle a comme objectif et ce qui la motive. Et on en parlait tout à l'heure, mais sur la fixation des objectifs, bien faire la distinction entre un objectif long terme, sur au moins un an ou plus long, et fixer à côté un objectif plus court terme, ou plusieurs, pour fonctionner vraiment par step et par palier, pour voir justement ces progressions, et ne pas se dire que le step qu'on a fixé il est inatteignable et qu'on s'en rapproche, mais c'est une goutte d'eau par rapport à ce qui reste à faire. Si on met des steps un peu plus bas, c'est plus simple, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment avoir un objectif à long terme et après arriver justement à le décortiquer, à le découper, un objectif à moyen terme, à court terme. On peut même, quand on parle de court terme, j'ai une bêtise, on parle du mois, par exemple, du mois d'août, et d'arriver à se dire, ok, sur ce mois d'août, première semaine, mon objectif c'est ça. Peut-être même mon premier lundi, ça va être ça l'objectif. Le mardi, ça va être ça l'objectif. Et ça peut être des objectifs chiffrables, ça va être des objectifs peut-être juste retrouver du plaisir. Technique. Ouais, technique pure. Ça peut vraiment être ce que tu veux. Et tu vois, par exemple, sur l'aspect mental, tu peux dire, ok, retrouver du plaisir. Ouais, c'est comment tu vas retrouver du plaisir. Et peut-être, je suis une période où là, le plaisir, il va passer par le fait de partager, ok, j'ai une bêtise, mettre du social dans mes entraînements. Ou au contraire, de m'isoler et être vraiment ultra focus dans ma bulle. Le plaisir, il va passer par le fait de, pratiquer justement ailleurs, de sortir un peu de la salle, de la routine. Plein de choses vraiment, tu peux trouver. Tu te mets des petits objectifs comme ça. Tu sais que ça va t'aider, ces petits objectifs, à remplir ton objectif mensuel. Après, ton objectif, du coup, à court terme, moyen terme. Et tu sais que, du coup, tu es sur la bonne route pour l'objectif à long terme que tu disais. Même de réussir à gérer ses émotions. Ouais. Clairement, tu peux dire, ok, objectif, ce mois-ci, mois d'août, c'est gérer les émotions. Ok, et comment je fais? Et je vois avec Léo, séance de préparation mentale, les émotions, qu'est-ce que c'est? On voit un peu les émotions positives pour la perf, les émotions négatives pour la perf. Ok, comment on gère les émotions aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai aucun outil. Aujourd'hui, j'ai cet outil-là. Léo, qu'est-ce que tu en penses? Ok. Est-ce que tu peux m'apporter d'autres outils? On travaille là-dessus. Et comme ça, chaque séance qu'il va faire après la mienne, bien sûr, en autonomie, il va pouvoir progresser étape par étape, le mesurer. Il peut se faire un petit challenge, il peut se dire, ok, en plus de mon feedback que je vais faire à Momo, je vais avoir un petit pareil feedback sur 3 questions. Aujourd'hui, est-ce que j'ai eu des émotions négatives? Si oui, lesquelles? Tac, je note un peu. Est-ce que c'était agréable ou désagréable de devoir justement les vivre? Oui, non, tac. Et quelle méthode j'ai pu mettre en place pour les solutionner? La méthode 1 que j'ai vue avec Léo, la méthode 2 que j'ai vue avec Léo, etc. Voilà, et tu mets ton ressenti sur tes émotions, tu mets ton ressenti sur 5, 4, et on enchaîne, et tu vois comment tu évolues là-dessus. C'est vrai qu'on parle de progression en termes de kilos, mais pour une même barre, admettons 100 kilos, tu peux progresser sur l'aspect technique. Si au bout d'un bloc, tu passes tes 100 kilos avec une meilleure technique, admettons, tu descends mieux et tu pars moins en avant, c'est une progression. Si tu stressais comme un ouf avant et que tu stresses plus du tout pour tes 100 kilos, c'est de la progression.
Si, qu'est-ce que ça peut Ça être? monte plus rapidement. Ouais, la vitesse ou le RPE. Mm. Donc c'est bien de remettre en perspective aussi. Quand on est débutant, on n'a pas trop à s'en soucier, ça Mm. progresse généralement un petit peu de partout. Mm. Mais par contre, quand on atteint un certain niveau, c'est bien de remettre en perspective et de ne pas attendre vraiment le moindre kilo. Parce que je peux vous confirmer qu'au bout de 5, 6, 7, 8 ans, 10 ans d'entraînement, on reprend pas 5 kilos par semaine sur un squat. Donc c'est important d'objectiver le truc et de savoir qu'on va s'entraîner toute une année pour gagner 2,5 kg. Quoi. Et puis, Même tu vois, en termes de retour de blessure, retourner sur une barre Sans avoir mal. Sans avoir mal. sans Ou avoir peur. mal, sans c'est avoir ça, mal. exactement. C'est sûr que c'est important, tu vois, de vraiment cibler les périodes. Des fois, tu vas avoir des trucs sur un mouvement, tout va bien se passer. Dans ce cas-là, ça roule. Puis après, ok, non, il y a ça à améliorer. Donc, ok, aujourd'hui, c'est plus l'aspect technique. Je me focus sur l'aspect technique. Là, c'est beaucoup plus sur l'aspect mental. C'est, j'ai pas un manque de confiance pour X raison. J'ai changé un truc que d'habitude j'ai pas. Sur l'aspect confiance, j'ai un peu plus de mal. Et bah, comment je fais derrière pour pouvoir réguler ça? Je travaille dessus. La vérité d'aujourd'hui, c'est pas forcément C'est celle exactement de ça. demain. C'est comme, en gros, j'ai un athlète qui... il commençait pas à être démotivé, mais il commençait à perdre un peu d'adhérence. En gros, il arrive à l'entraînement, il est un peu... pas trop dans le truc. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé un peu son entraînement. J'ai réduit une échéance. Et en fait, quand on a réduit l'échéance, pas l'échéance, j'ai oublié le mot. En gros, on a enlevé un bench par semaine. La fréquence. La fréquence, merci. Et en fait, il avait peur de régresser. Et en gros, moi, l'image que je lui ai dit, c'est comme quand tu arrives en montée, en fait. Tu arrives en montée, tu es au milieu de la montée, bah, tu rétrogardes en quatrième pour continuer à garder ta vitesse. Tu vas moins vite, mais tu continues de monter. C'est ça, exactement. Et du coup, je lui ai donné un peu cette image-là, il a compris, et du coup, bah, il est beaucoup plus... pas assidu à l'entraînement, parce qu'il est quand même assidu, mais il est beaucoup plus dedans. Quoi. Il comprend les choses aussi. Exactement. Ouais, ça, c'est top, tu vois. C'est un travail d'éducation qu'il faut faire clairement. aussi. Ça, c'est top, tu vois, de dire, ok, il a une problématique, et bah, toi, tu arrives justement à lui apporter une solution pour justement rééquilibrer ça, et que sur l'aspect mental, bah, tu arrives justement à remettre les leviers. Toi, tu sais que sur l'aspect athlétique, ça va rouler, tu sais que sur l'aspect mental, bah, c'est important qu'ils maintiennent, c'est ça, qu'ils comprennent et qu'ils maintiennent, bam. Lui, il avait une peur, communication, ce qu'on a dit aussi un peu tout à l'heure, relation entraîneur-entraîneur, on en a parlé, et bah, tu vois, la com, ça vient régler ça. Il t'exprime justement... sa crainte, son besoin. Toi, tu trouves une solution par rapport à ça. Vous retrouvez tous les deux gagnant-gagnant. Et c'est parti. Pour nos auditeurs, tu as fait un entraînement de force athlétique hier. Exactement. Est-ce que déjà tu en avais déjà fait? Jamais. C'était aussi le but. Donc moi, ce que je voulais voir, c'était aussi vivre une expérience vraiment en tant que power, voir un peu comment ça se passait. Donc c'était top avec le Divine, qui a vraiment fait un super boulot, c'était vraiment top. Après, c'est pas une super coach, donc t'es pas super bien tombé. Prochaine fois, t'aurais été avec Momo ou moi, ça aurait été largement mieux, je pense. Ouais. Mais c'est déjà pas mal. Bah ouais, c'est vrai, mais après on en fera une ensemble. Mais là, du coup, l'idée avec le Divine, c'était vraiment de pouvoir voir un peu comment ça se passait. Vraiment dans l'aspect temps, préparation, organisation, ok. Donc je suis arrivé, petite séance, on a commencé par un petit warm-up avec un peu de vélo tranquillement. Après on a fait un peu de mobilité, 2-3 petits mouvements comme ça. Puis après on a enchaîné directement sur justement sur le squat. Moi ce que j'avais c'est aussi beaucoup de questions, de choses que je voulais voir, aussi me mettre à la place pour ressentir certaines choses. Tu vois, ça peut être intéressant, notamment quand on fait des audios d'imagerie, sur du dialogue interne, de voir un peu des fois les pensées limitantes que l'athlète peut avoir, les sensations liées sur l'imagerie sur lesquelles on peut venir activer, notamment par exemple sur le squat, le placement de la barre plutôt haute ou barre plutôt basse, des choses comme ça, le grip, plein de choses qui sont assez intéressantes. Ouais. Sentir aussi une barre assez lourde entre guillemets, même si on a été soft. Tu as mis combien? On n'a pas mis beaucoup, on a mis 40 ou 50, sachant que dimanche, donc là, 2 jours après... il trouve des excuses. Je remets un contexte. J'avais fait un petit 17 km, 1000 de dénivelé positif, de trail, à côté de Beaufort, pour ceux qui connaissent. C'est du fromage. Ah, ça va, ouais, incroyable. On a acheté 1,6 kg, c'est délicieux. Et du coup, j'avais encore un peu des... Enfin, musculairement, il fallait que ça soit chill. Et l'idée, c'était ça. D'habitude, tu en fais ou jamais du tout? Franchement, pas de préparation physique? Rarement, ouais, Okay. rarement. De temps en temps, moi, ce que j'aime bien, c'est... Il y a une petite salle vers chez moi. On va à la salle tranquille avec des potes. On fait juste un peu renfo, un peu de vélo,
2-3 décès histoire de. C'est juste Mais- plus pour entretenir Ouais, que c'est histoire de développer. ouais, c'est ça. Aussi beaucoup faire du renfort. Moi, je mets une grosse importance là-dessus par rapport à mon passé. J'aime bien faire tout ce qui est gainage, abdos, des étirements hautes. Et quand je vais à la salle, je prends gros temps là-dessus pour le faire chill, où il y a du matos, et de le faire vraiment dans les conditions. C'est vraiment à côté de la maison. Donc là, c'était tranquille. J'ai dû mettre 40 kilos sur le squat. Bench, on a fait barre à vide. Et après, terre, je sais plus combien elle avait mis. Je sais pas beaucoup. T'avais quelle couleur de disque? Jaune? Il y a des verres. Vert, oui. C'est Je crois 10, que c'est- 40, si t'en as mis qu'un. Je crois qu'on a dû mettre que 2 verres. Ok. C'était pour tester. Ouais, c'était testé. Elle voulait te me faire placer tester correctement. ouais, Quoi. sumo et tradi. Et alors, Sumo tradi, les différentes prises. t'étais plus à l'aise comment? Bah après, il n'y avait pas beaucoup. Mais sumo, c'est marrant en fait, la flexion, le fait d'avoir les jambes assez éloignées pour après pouvoir les tendre. Du coup, ça nécessite d'avoir vraiment la force de tendre, enfin, l'habitude de tendre les jambes Mhm. pour quand même être droit. C'est moins naturel, peut-être. C'est ouais. Après, voilà. Après, par rapport au tradi, comme tu peux quand même plus ou moins écarter aussi les jambes, c'était aussi un peu plus naturel. Par aussi peut-être ma spé avec le foot à l'époque. Mm. Mais en tout cas, ouais, les deux, comme c'était des charges légères. Après, c'est au niveau des grippes aussi. Tester un peu les différents grippes, les deux mains au même endroit, en alterne. Mixant. T'as essayé Ouais, en ça- hook ou pas? En fermant comme non, ça? parce que dès que tu poses, Ah, c'est ça vrai que t'aurait c'est fait pas du trop, bien. pas trop Ça agréable. t'aurait bien forgé les pouces, là. C'est ça. Hein. J'ai quand même essayé d'écraser ça, mais c'est vrai que niveau tout ce qui est Attends. pouce, ça faisait un peu mal. L'idée c'était Chill. chill, de vraiment tester un maximum de trucs, de voir vraiment les sensations. C'est un truc que je voulais voir avec justement les prises mixtes. C'est là que justement qu'on en parlait. Et ouais, de voir pas mal de choses, plus un peu discuter un peu avec Ludivine aussi sur d'autres thématiques. Et voilà, vivre le truc, se mettre un peu dans cette peau-là. Et tu vois, même moi de mon côté, cogiter un peu, me dire ah bah peut-être que sur les temps des fois un peu de récup, ça peut être intéressant de venir peut-être faire un exercice, peut-être de respi, de relax à ce moment-là, pour travailler, optimiser ce temps-là et aussi travailler l'aspect mental au sein même des séances, tu vois. Et réfléchir aussi à différents trucs. Après, je pourrais tester, proposer aux athlètes OPT qui sont intéressés pour bosser là-dessus. Voir les différentes facettes du Mm. sport. Ouais, clairement, c'est ça. Mais c'est vrai que de base, sport de force, j'en ai très peu pratiqué. Et donc, vraiment découverte et Mm. un plaisir d'avoir découvert ça, tu vois. Et bien, vous pourrez retrouver Léo dans la vidéo YouTube que nous avons tournée. Eh oui, eh oui. Vous pourrez justement juger de Ses la remarquables qualité. performances. C'est ça, Et du exactement. coup, là, il y a les championnats de France Open en septembre. Mm. On t'y voit? J'espère bien, ouais. Ouais, je Tu vais penses faire bloquer. quelle place? Alors justement, là, je vais essayer de venir justement pour finir au moins dans le top 3. Ok, top Minimum. 3. Objectif médaille. Top 3 en 105 pour Léo, donc C'est moins ça. de 105 kilos. Concurrence avec moi aussi, il participe. Non, moi je passe en 93. Ah, tiens. Trop de concurrence. Trop de concurrence. Bon, ben merci pour votre écoute. Vous pourrez retrouver du coup Léo sur Instagram Mm. et sur Instagram vous retrouverez son site internet. Ouais, vous retrouverez etc. tout. Et si vous êtes intéressé par bosser en préparation mentale, vous demandez au coach, il vous passe mon contact, un petit DM et après on suit les étapes, diagnostic, travail, bilan. Et voilà, on fait ça tranquillement sur 1 ou 2 mois, histoire que vous preniez du plaisir, vous progressez sur l'aspect mental et que ça avance tout simplement. Débloquer une nouvelle clé. Top. On se retrouve pour le 6e épisode qui sera normalement avec notre ami Florian Poisson, Ah, gros bodybuilder. ça va être intéressant. Donc à bientôt et merci pour votre écoute. Merci à Ciao, tous. Ciao, ciao.